Je sais pas pour vous, mais moi, ce chapitre m'a foutu un sacré mal de crâne. Il y a tellement comme chose à dire sur ce chapitre. C'est un truc absolument de fou. Et encore une fois, Eiichiro Oda, à travers ce flashback, nous donne plus de questions qu'il nous donne de réponses. Plus je lis le chapitre, plus je l'analyse et moins je le comprends. Alors, dans ce chapitre, on va parler de plein de choses. On va parler de Dragon, de son pouvoir, de son tatouage, pourquoi il est justement sur son visage, comment la transformation s'est faite au niveau de l'armée. On va parler d'Ivankov. Ivankov qui, rappelez-vous, ne connaît pas Luffy, alors que Luffy est né pendant que l'armée révolutionnaire était regroupée. On va parler de Ginny, on va parler de Bonnie. Bonnie, il y a 14 ans, n'était pas encore née, alors que dans des SBS, on nous dit qu'elle a 22 ans. On va parler de tout ça, parce que franchement, je suis comme un fou, et on va essayer d'expliquer tout ça page par page, parce que oui, on va reprendre la critique-analyse à l'ancienne, on va reprendre le chapitre par page, et essayer de comprendre où nous amène Eiichiro Oda, et comment va être le prochain chapitre, parce que le prochain chapitre, normalement, ça va être la fin du flashback, et là, ça va être des trucs absolument de dingue. Donc, on perd pas de temps, c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Le chapitre commence déjà par quelque chose d'absolument très bon, c'est tout simplement que Eiichiro Oda nous met en place une chronologie, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, 8 ans après les événements de God Valley, ce qui s'est passé dans le précédent chapitre, et il faut savoir que au long de ce chapitre qui fait 13 pages, eh bien on va voir des éléments marquants au niveau de Kuma et au niveau de Ginny, parce que le chapitre se termine tout simplement il y a 14 ans avec le kidnapping de Ginny. Et ça, c'est bien parce que on se dit, ok, à travers ça, Eiichiro Oda va nous expliquer des événements, va nous expliquer le cheminement des personnages et ainsi nous apporter des réponses. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. À travers cette chronologie, il va nous donner plus de questions qui va amener de réponses. Déjà, la première chose, c'est qu'on voit que Kuma, il est dans une église et il enlève la douleur qu'il y a au niveau des vieux. Ça, on va faire une petite parenthèse ici, ça fait rappeler énormément ce qu'on avait vu au niveau de Trilobah quand il prend Luffy et qu'il enlève la douleur de Luffy pour en faire une sorte de grosse bulle, et après c'est Zoro qui la prend. Là on apprend un truc qui est vraiment très bon, c'est que la douleur qui est enlevée ne disparaît pas. C'est-à-dire que si personne ne fait rien au niveau de cette boule, la boule va revenir, la douleur va revenir à l'origine d'où elle est partie, c'est-à-dire elle va revenir dans les vieux. Et c'est aussi ce qui se serait passé si Zoro ne l'avait pas pris, c'est-à-dire que quand Zoro la prend, il l'absorbe, il est dans un état totalement désastreux. Encore une fois, pour ceux qui ne se souviendraient pas à quoi sert ce passage-là, c'est un élément scénaristique qui permet de faire comprendre au lecteur que Luffy a une très grande endurance, parce qu'il prend le deuxième mec qui a l'endurance la plus forte, hein, à l'époque, rappelez-vous, c'était Zoro, et Zoro, quand il prend un tout petit morceau de la douleur, de la souffrance de Luffy, il hurle à la mort, et quand il prend la totalité, il est à 2 doigts de crever. Donc encore une fois, ça c'était pour faire voir, Luffy, il a pas l'air comme ça, mais le mec, il supporte des douleurs absolument inimaginables. Donc ça c'était la petite parenthèse. Et donc cette douleur, au lieu de partir n'importe où, eh bien Kuma est obligé de la recevoir, de la prendre pour ne pas qu'elle ne parte. Et ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Et c'est aussi pour ça que Ginny gueule. Elle gueule parce que elle ne veut pas qu'il fasse ça tous les jours. À travers ce petit flashback, ces petits éléments, on voit plusieurs choses. Premièrement que Kuma a une endurance absolument dingue, et surtout que Ginny se fait passer pour une radine, mais elle ne l'est pas. C'est quelqu'un qui prend soin de Kuma. On voit qu'il y a déjà une relation qui est en train de se faire entre Kuma et Ginny. Et aussi, à travers le dessin et à travers le texte des vieux, on voit que Ginny est devenue quand même une belle femme, qui est toujours selon les standards d'Eiichiro Oda, et que presque toute la population a fait une demande en mariage à Ginny. Le fait qu'on ait ça pose aussi un autre problème. On a un roi, et on explique que c'est un nouveau roi qui est mis en place, qui est à la solde des dragons célestes, et qui justement demande le tribut céleste pour l'envoyer aux dragons célestes, et ceux qui ne peuvent pas payer, eh bien ils vont tout simplement en prison, et en prison il les nourrit pas, et tout simplement ils crèvent. Donc encore une fois, mise en place d'un tyran justement ici. Le tyran,
À travers le Dendenmushi qu'on voit, c'est le Dendenmushi sert justement à montrer qu'il est en conversation avec les dragons célestes. On sait qu'ils vont après aller au niveau de la rêverie. Pourquoi on le sait? Parce que dans la dernière rêverie, il y a Bonnie qui est justement dans la reine douairière du royaume de Sorbet. Donc ça veut dire que Sorbet a un statut au niveau de la rêverie. Donc on sait que Sorbet est en relation avec les dragons célestes. Ce qui s'est passé au niveau de God Valley, c'est-à-dire qu'il y a 8 ans, c'est quand même quelque chose d'important. Ça a été l'un des plus gros fiascos qu'il y a eu. Ils sont sûrement au courant qu'il y avait un boucanier qui a pris un certain fruit. Ils étaient au courant du fruit. Donc, à un moment, l'information qu'il y a un pasteur qui enlève la douleur de tout le monde, et en plus de Ginny, qui est une belle femme, qui est connue par presque toute l'île, normalement, cette information a dû remonter au roi et il a dû en parler au dragon céleste. Pourquoi je dis ça? Parce que le père de Kuma était l'ancien roi de Sorbet. Donc, Kuma doit être un petit peu recherché. Il a piqué un fruit, c'est un boucanier, il est au courant de la légende, non pas de Zelda, mais la légende de Nika. Donc quand tu cherches quelqu'un, enfin, je sais pas, quand tu fais des investigations, normalement tu vas toujours à l'endroit où est originaire de la personne pour pouvoir après essayer de savoir où elle va. Je ne comprends pas que Kuma ne soit, même s'il est un pasteur, pourquoi il ne fait rien. Il n'est pas caché. Justement, c'est l'inverse. C'est pas qu'il fait rien, c'est qu'il fait plein de choses. Donc déjà, ça, c'est la première chose qui m'a un tout petit peu posé des questions. Après, on fait un petit flashback dans le temps. C'est-à-dire qu'on arrive sur 25 ans, c'est-à-dire 5 ans après le début de ce chapitre. Et on voit qu'il y a Ginny qui demande en mariage Kuma. Et ça, c'est vraiment très très bon parce que on voit que la relation qu'il y a entre eux va aboutir à quelque chose et on sait qu'elle va aboutir à quelque chose. Pourquoi? Parce que Bonnie est née et à travers le flashback qu'on avait eu dans le chapitre 1068 ou 1074, je m'en souviens plus, mais on sait qu'à un moment on a un flashback où on voit Kuma qui prend Bonnie dans ses bras et Bonnie elle est enfant. Donc obligatoirement, Kuma, père de Bonnie, je pense que ça, c'est validé à 99,9%. Maintenant, savoir si Bonnie est une... par rapport aux théories que j'entends couler un petit peu partout, savoir si c'est l'enfant biologique ou pas, ça, on va revenir un peu plus tard. Toujours est-il que Ginny est amoureuse de Kuma et Kuma refuse le mariage. Pourquoi? Parce qu'il se souvient de ce qui s'est passé par rapport à son père. Lui, c'est un boucanier et donc toutes les personnes qui sont autour risquent quelque chose. Et donc, il ne peut pas accepter le mariage. Et d'ailleurs, à la fin, quand il y a le kidnapping au niveau de, comment ça s'appelle, Ginny, on pense qu'ils ne sont toujours pas mariés. À ce moment-là, il y a aussi une autre information qui arrive et qui est mise en place, c'est tout simplement que l'armée de libération, on est bien dans l'armée de libération, est bien commandée par Dragon. Dragon est présenté justement dans le journal. C'est peut-être aussi par rapport au fait que plus tard il y aura la rêverie, une certaine rêverie où il y aura Wapple et Cobra qui vont avoir leur altercation avec, rappelez-vous, ce qui s'est passé par rapport à Vivi, parce qu'on a l'information qu'il y a une personne qui commence à libérer justement de plus en plus de peuples. C'est tout simplement Dragon et l'armée des révolutionnaires, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Dragon aura sa prime. Ça aussi c'est très important. Bref, on arrive toujours sur un petit flashback, et là on passe de 30 ans au début à 25 ans, et après on passe à 22 ans. 22 ans, qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement Kuma qui va en ville. Donc ça veut dire que Kuma ne reste pas seulement qu'à l'église. Il se promène bien en ville. Le mec, c'est pas n'importe qui. C'est quand même un mec qui est hyper carré, qui est hyper grand. C'est le pasteur. Et là, le pasteur, à un moment, il pète les plombs. Pourquoi? Parce qu'il fait une attaque. Parce que les soldats de Sorbet veulent tout simplement
réduire en esclavage une partie de la population. Pourquoi Kuma pète les plombs? Parce que l'esclavagisme, lui, il l'a connu depuis l'âge de 4 ans, tout comme Ginny, parce qu'on se rappelle qu'ils ont été avec les dragons célestes, et c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Il voit le monde, l'île Sorbet dans lequel il a grandi, et que son père, rappelez-vous, a été roi à une époque, devenir ce qu'il est le plus, et ce qui représente les dragons célestes. Il y a un territoire qui va être divisé, où le reste, on va totalement l'annihiler, on va plus en tenir compte, et il n'y a plus que toute la richesse qui va être mise dans un territoire, et là qui est justement le Sorbet du Nord par rapport au Sorbet du Sud. Ça, on l'avait déjà eu au niveau de One Piece, au niveau de l'île de Goa, avec tout simplement la ville qui est en haut, et après Grade Terminal qui est juste en dessous, où il y a tous les gens qui vont être dans la décharge. C'est tous les rebuts un petit peu de la société, et justement on reprend exactement la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment il y a les dragons célestes qui vont arriver, et pour justement qu'il n'y ait pas cette puanteur, qu'il n'y ait pas ces déchets qui soient présents, et bien ils vont tout simplement les exterminer par le feu. Et là on voit que le Kuma qu'on a dans la prison n'est plus le même Kuma qu'on avait juste après, c'est-à-dire qu'on le voit avec justement une sorte de bure qu'il a sur lui et une sorte de veste, alors que après, quand il est dans la prison, c'est plus un Kuma qu'on va avoir comme ici, alors qu'il n'a pas encore le logo devant lui, mais c'est quelqu'un qui va avoir un pantalon et qui va avoir une sorte de gros manteau en haut. Et c'est très important parce que c'est à ce moment-là qu'on a la cassure entre l'ancien Kuma et le nouveau Kuma, que c'est à ce moment-là qu'il va être libéré par Dragon, et non plus l'armée de la libération, mais l'armée des révolutionnaires. Autre chose aussi vraiment très importante qui prend toute son ampleur ici par rapport à la traduction officielle, et encore une fois c'est pour ça que j'attends le lundi pour faire les vidéos, c'est tout simplement le Dragon. On voit que Dragon, il a l'air d'avoir une dualité. Quand on voit la petite case en bas où il parle, on voit que il y a une sorte de mec qui est complètement fou en lui. C'est-à-dire que le personnage qu'on voit en arrière-plan, c'est peut-être un personnage, le côté vraiment cruel qui est au fond de lui et qui ne veut pas laisser repartir. Ça, franchement, cette case-là est très importante parce qu'elle peut donner beaucoup de choses par la suite. Donc là, on voit l'armée révolutionnaire, comme j'ai dit, qui vient juste d'être créée. Kuma, Ivankov et Dragon qui sont juste là. Le Dragon, on notera que sur sa jambe, il a un bandeau avec un symbole qu'on retrouvera au niveau de son visage plus tard. Il y a d'autres personnages qu'on voit juste à côté qui sont des personnages secondaires, mais des personnages qu'on a peut-être vus, c'est-à-dire qu'on a la fille qui a le chapeau avec les lunettes, peut-être que c'est Bello Betty. On voit un mec juste après qui a un masque, est-ce que lui c'est justement Karasu? Et on voit un autre mec qui est à côté justement de Ginny qui a une sorte de chapeau melon, et lui me fait penser à Bunijo, pour ceux qui ne se rappelleraient pas, qui est tout simplement les révolutionnaires qui a sauvé Robin du Tequila Wolf pendant l'ellipse des 2 ans. Après, on voit le bateau qui n'a pas encore cette forme de dragon. Cependant, on voit que sur les voiles, il y a des croix qu'on retrouve sur le bandeau et après sur le tatouage de Dragon. On voit que Dragon, justement, a besoin d'argent et il va monnayer un petit peu l'armée du révolutionnaire pour pouvoir libérer des peuples, et ceux qui veulent rejoindre l'armée, eh bien, il va leur apprendre le maniement des armes. Et comment il leur apprend ça? Tout simplement parce qu'on a une révélation qui n'est pas une très grosse révélation, parce que tout le monde s'en doutait, tout simplement que Monkey D. Dragon est un ancien de la marine. Ça permet de vraiment mettre en place ce que j'avais dit il y a très longtemps, le lien entre Monkey D. Garp, Luffy et aussi Monkey D. Dragon. Pourquoi? Parce que Garp a amené Dragon dans la marine. Dragon n'a pas voulu faire comme son père, c'est-à-dire accepter une certaine justice et faire l'aveugle. Et la chose aussi qui est dingue, c'est qu'au niveau de l'âge de Dragon, c'est-à-dire que Dragon, quand il était dans la marine, c'est peut-être au même moment où il y a eu Aokiji, parce que Aokiji, dans mes souvenirs, il a 48 ans, Akainu a 55 ans, et Kizaru, il a 58 ans. Donc, peut-être qu'ils font partie qu'ils ont été à l'école de la marine ensemble. La chose qui est vraiment excellente, c'est que le transfert, vu que Dragon a 55 ans et que Aokiji a 48 ans, peut-être que Aokiji est en un sens le fils psychologique adoptif de Garp, parce que c'est comme ça que Garp aurait voulu que Monkey D. Dragon
soit. Garp voulait absolument que Monkey D. Luffy soit dans la marine. Pourquoi? Parce que il a pas réussi à faire rester son fils dans la marine. Donc peut-être c'est pour ça qu'il essaye après que Luffy soit aussi dans la marine. Enfin, il y a toute une symbolique là-dedans. Et après, on a le truc complètement fou. Et c'est à partir de là que toutes les théories vont se mettre en place. C'est-à-dire qu'on passe 8 ans plus tard. Donc pendant 8 ans, il y a justement Kuma qui a fait partie de l'armée. Ginny aussi. Parce que Ginny, on sait qu'elle fait partie de l'armée orientale. C'est-à-dire de l'armée de l'Est. Qui après est prise par Bello Betis. Donc ça veut dire que Ginny n'existe plus. Ça, c'est aussi très très important parce que le futur flashback, je pense qu'on n'est pas prêt, il va falloir sortir les Kleenex. Il y a 14 ans, et il y a 14 ans, Ginny a été kidnappée. Kidnappée par qui? On voit que c'est quelqu'un avec des bottes. Est-ce que justement, ça serait Akainu? Ça serait complètement dingue que ce soit quelqu'un de la marine qui vienne. Les bottes avec aussi cette fumée. Est-ce que c'est de la fumée aussi pour montrer peut-être la glace? Est-ce que c'est Aokiji? Mais là où c'est le plus fou, c'est que on arrive sur quelque chose qu'il y a 14 ans. Il y a encore Kuma, Ivankov, Ginny qui font partie de l'armée révolutionnaire. Et il y a 14 ans, il y a quelqu'un qui est né. C'est tout simplement Luffy. Et la chose qui est complètement folle, c'est que quand on reprend Impel Down, Kuma ne reconnaît pas Luffy comme étant le fils de Dragon. Quand on reprend le flashback d'une conversation entre Ivankov et Dragon, Dragon regarde toujours vers l'est. Et Kuma et Ivankov se posent la question de pourquoi il regarde là-bas et peut-être qu'il a quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il dit pas tu regardes vers là où est ton fils. C'est-à-dire que quand Luffy annonce qu'il est le fils de Dragon, Ivankov est complètement dingue. Donc ça veut dire que et déjà on n'a pas d'infos sur la mère de Luffy, ça c'est complètement dingue, mais surtout Ivankov, c'est-à-dire qu'aucune personne de l'armée révolutionnaire n'est au courant que Dragon a un fils. À ce moment-là, Luffy a 5 ans. On sait que quand il est à Fushaton, c'est quand il a 7 ans. On ne sait pas à quel âge il est arrivé sur Fushaton. On sait qu'après, il va au Mont Corvo une fois que Shanks est parti, parce qu'il a le fruit du démon et que c'est Garp qui l'emmène. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est quelque chose qui me fait vriller le cerveau. On n'a aucune information, parce que c'est quand même le flashback de Kuma, mais c'est aussi le flashback de l'armée des révolutionnaires. Là, c'est lié. Kuma fait partie de l'armée révolutionnaire. On n'a aucun lien, on n'a aucun dessin d'un petit enfant ou autre chose. Et l'autre chose qui est complètement dingue aussi, c'est que Kuma ne vit pas avec Ginny. Parce que là, Ginny, elle est contente de retrouver Kuma. Et il y a toujours cette relation un petit peu amoureuse que elle aime Kuma. Ça, c'est dit justement par le reste de l'équipe qui est là. Qui est de l'armée qui est là, qui fait partie du groupe de l'Est. Et ça, c'est il y a 14 ans. Donc, il y a 14 ans, Bonnie n'est peut-être pas née. Et c'est là où ça pose un énorme problème. C'est-à-dire que si Bonnie n'est pas née, dans un SBS, on sait qu'elle a 22 ans et après que dans le temps présent, elle a 24 ans. Mais est-ce qu'elle a vraiment 22 ans et 24 ans? Non. Ce qui veut dire que par rapport aux fruits que possède Bonnie, le fruit de l'âge, peut-être que Bonnie n'a... Alors, il y a deux solutions. Soit peut-être Bonnie est encore une enfant qui a 12 ans, parce qu'elle est peut-être née après. C'est-à-dire que là, elle n'est pas enceinte, Ginny. Donc, c'est il y a 14 ans, elle va tomber enceinte à un moment, peut-être après sa libération avec Kuma. Parce que Kuma, aussi, l'autre chose, c'est que Kuma, après, devient le roi tyran de Sorbet. Ça, on va l'apprendre. Ça, je l'avais expliqué la dernière fois, mais ça, on va l'apprendre, que c'est peut-être parce que Ginny, il lui arrivait quelque chose et qu'il est obligé... Enfin, il y a des trucs complètement dingues. On va pas trop extrapoler, on va voir plus tard si l'information va être donnée justement au niveau du prochain chapitre, mais c'est un truc de dingue. Et encore une fois, elle n'est pas kidnappée par n'importe qui, parce que Dragon dit bien, Ginny a été enlevée, désolé, on ne s'attendait pas à un tel ennemi. Et encore une fois, moi, je dis que c'est peut-être un amiral, mais... il se peut que ça soit un dragon céleste qui vient faire une sorte de revanche par rapport à God Valley. Imaginons que Ginny va être sauvée. Ils savent
qu'elle va mourir dans quelques temps et qu'ils veulent justement avoir un enfant et que l'enfant sera Bonnie, ça voudrait dire que la Bonnie qu'on a, elle reste toujours par rapport à son fruit à un certain âge. Peut-être 22 ans, l'âge de la mort de Ginny. Ça voudrait dire que Bonnie, par rapport au flashback qu'on voit où elle est avec son père qui lui explique justement la légende de Nika, etc., elle est mature pour son âge, un truc absolument de dingue. Parce que si on reste encore dans l'optique que la Bonnie qu'on connaît en ce moment, qui grâce à son fruit arrive à avoir un certain âge, qui est l'âge d'à peu près 12 ans, parce que pareil, à un moment, quand elle tombe dans l'eau, on voit qu'elle devient un enfant, et quand elle tombe dans l'eau, justement, elle a de l'eau de mer sur elle, donc ça empêche son pouvoir d'être actif, qui est lié au fruit du démon. Enfin, vous voyez, c'est un truc absolument de taré. Et l'autre théorie qui serait que, au moment où Ginny elle est sauvée, elle va mourir juste après, et vu qu'ils connaissent Vegapunk, c'est peut-être aussi pour ça qu'il devient un tyran, Kuma, pour essayer de sauver Ginny, mais ça marche pas, et ça voudrait dire que Bonnie serait un clone de Ginny. Parce que Ginny va mourir, ils arrivent à prendre son ADN et Vegapunk arrive à la cloner. Mais là, on arrive sur un truc qui est absolument dingue parce que ça voudrait dire qu'il y a 14 ans, ils ont déjà les capacités et le matériel de clonage. Alors qu'on sait que Papounet, le père Jadji, lui, il arrive à avoir Non, il arrive à l'avoir plus tard parce que, en vérité... Attends, est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que, je me rappelle plus si Raiju est un enfant naturel? Non, il met... Ah, je sais plus. Il fait une fécondation in vitro à l'intérieur, justement, de la mère de Sanji, mais je crois qu'ils grandissent à ils grandissent normalement. C'est après les soldats qui sont clonés. Ah, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, dites-le moi dans les commentaires parce que je viens juste d'avoir la théorie juste là. Et Raiju, ils ont grandi normalement, qu'ils n'ont pas eu un boost de croissance, ça voudrait dire qu'il y a déjà plus de 20 ans, la technologie pour cloner est déjà présente parce qu'ils ont fait les recherches au niveau de Punk Hazard avant il y a 14 ans. Encore une fois, c'est ça qui fait mal au crâne. C'est-à-dire que moi, depuis la lecture du chapitre en version officielle, j'ai mon cerveau qui est totalement en vrille. Et il n'y a qu'avec One Piece que je me pose autant de questions. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo comme ça, parce que c'est un truc de fou. Je veux pas chercher plus, parce que je sais qu'on va avoir les réponses au niveau de ce qu'on s'appelle, au niveau du prochain chapitre, normalement, parce qu'il n'y a pas de pause, qui devrait sortir cette semaine. Vous, dans les commentaires, dites-moi comment vous êtes après ce chapitre, si comme moi, vous avez la tête qui explose. J'espère que vous aurez aimé cette critique analyse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, pas entendre de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut Benakama.